baignés tous les deux dans cette ambiance rurale, je pourrais presque envie de dire forestière, enfin sylvestre. Lui branché par l'archéologie, donc du coup il y avait des pointes de flèches dans la chambre exposées. Et puis on habitait en Dordogne, donc tu sais, il y avait une visite obligée là-bas. T'allais dans la vallée de la Vézère, les parents nous amenaient, ils nous ont emmenés au moins 2 fois aux Zézis. Et alors moi, quand j'allais aux Zézis, alors aux Zézis, il n'y a pas de peinture. Mais ils ont, si tu veux trouver du mobilier, sous un abri sous roche, je ne sais plus comment ça s'appelait l'abri, c'est pas la Baumette, c'est la prison à Marseille. Enfin, je ne sais plus comment il s'appelle cet abri sous roche, et ils ont retrouvé beaucoup de mobilier. Alors moi, quand j'allais voir cette expo, moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, putain, est-ce que je vais pouvoir refaire des flèches comme ça pour me fabriquer un arc et chasser les oiseaux. Enfin, tout ça pour dire que, pour lui comme pour moi, c'était vraiment un monde vraiment porteur. Et puis voilà, donc ça a été une façon, avec ce projet, de se retrouver, de retrouver un peu notre enfance, notre passion d'enfance. Donc, comme je dis souvent, c'est un livre naïf, naïf au sens premier, qui va vers le neuf, vers le premier, et fraternel. Et puis c'était quand même un livre jeunesse, donc ça se voulait, tu vois, ça se voulait en grand format. J'avais présenté à Gallimard Jeunesse d'ailleurs, qui m'a retoqué tout de suite. Et puis ensuite, ça, je le dis un peu pour l'anecdote, ensuite je l'avais montré à Fabienne Raffon, l'éditrice, mais plus comme ça pour un petit cadeau. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle était très intéressée à un moment donné par la préhistoire et l'art pariétal. Je pense qu'ils étaient en train de préparer avec Gwen Rigal, dans la collection Biophilia, un livre qui s'appelle, j'ai toujours plaisir à le mentionner, c'est pas pour faire de la pub pour Corti, mais c'est un super livre, qui s'appelle Le temps sacré des cavernes. C'est un guide de Lascaux qui a fait je ne sais pas si tu le connais, Frédéric, un très beau livre, mais didactique, mais sur l'histoire de l'art pariétal. C'est très bien foutu et très sympa à lire. Donc en tout cas, elle m'avait dit, voilà, on va visiter les grottes. J'ai dit, bah, tiens, je te passe ça, c'est vraiment pour te faire sourire. Et puis elle m'a dit, oh, bah, tiens, tu retravaillerais un peu, ça pourrait rentrer dans la collection Merveilleux. Et puis donc du coup, on s'est lancé dans ce projet plus à fond, parce que le frangin n'avait fait qu'une seule illustration au départ, en couleur, et après il a réussi à nous en sortir plusieurs en noir et blanc. Ça a été difficile. Alors, dernière question, avant de laisser éventuellement la parole à ceux qui sont venus. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez toujours rechercher une sorte d'origine, un peu d'origine du monde, d'origine du langage. Dans le deuxième roman, Une forêt bleue et profonde, il y avait ce travail sur le vocabulaire, rechercher un peu ces temps immémoriaux où finalement il y avait une sorte de transparence du langage, où une chose indiquait clairement ce qu'elle indiquait, avec finalement cette influence un peu rousseauiste. Est-ce que dans votre quête de réalisateur de mots, de quelqu'un qui confectionne des mots, c'est là finalement vous êtes un peu comme une sorte d'artisan qui confectionnait des mots qui nous évoquent directement ce à quoi on peut penser, qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il n'y ait pas de filtre entre ce que dit le mot et ce qu'il est vraiment. Oui, alors je suis très content que tu l'aies senti, je ne sais pas si ça le fait pour les lecteurs, mais parce que vraiment ça deviendrait mon projet central. Mais tu vois, je lisais un truc de Gertrude Stein. D'ailleurs, il y a une réédition qui est sortie d'un truc pour enfants. Et puis tu sais qu'elle a beaucoup influencé Hemingway. Et elle disait qu'avant, quand les gens faisaient de la poésie, donc de la fabrication d'objets, hein, un mot équivalait à une chose. Il n'y avait pas comment on dit comme ça, il y a deux sens. Voilà, et il n'y avait pas de polysémie. Et ça, c'est bizarre, parce qu'autant jeune, j'aimais bien justement, tu vois, tous les essais, toutes les tentatives sur le langage, où on joue sur les mots, les jeux de mots, les trucs. Et plus je vieillis, je ne sais pas si c'est dû à l'âge, je suis de plus en plus attiré vers des langages où en effet, il n'y a plus de hiatus. Et c'est même pas seulement qu'il est univoque, c'est qu'il y a même, le mot égale la chose.
Et voilà, donc je suis content que tu perçoives ça. Pour moi, c'est important et j'adore ça. Et j'aime bien les auteurs qui vont vers ça. J'aime bien Quignard, par exemple, parce que lui, avec toute sa culture classique, donc connaissant le latin, le grec, et tout son travail sur l'étymologie, va vers le sens premier du mot. J'aime beaucoup Littré comme dictionnaire, parce que souvent, dans le premier sens, il donne le premier, vraiment, et qui est issu du latin. Alors, on pourrait toujours remonter, parce qu'avant le latin, il y avait les langues indo-européennes, mais bon, ça, on a du mal à remonter jusqu'à la source. Ça aussi, c'est toujours pareil. La source, on ne peut pas la remonter on peut pas, la source fuit toujours pour ce qui concerne l'origine du langage. Hein. On peut pas ou alors il faudrait remonter dans le temps, voir à quel moment le langage est né. Mais bon, enfin, c'est une illusion de croire ça. Donc, oui, voilà, c'est cette idée que le mot égale la chose et l'effet que ça procure, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, oui, dans le public? Je lisais à son micro.